c'est important de définir ça en amont et de faire en sorte que chaque brique arrive dans ta stratégie de communication Mm. au bon moment. Et même si c'est pas la plus sexy, c'est pas celle qui t'excite le plus, c'est important de respecter ça. Je crois que c'est mon premier épisode canadien. Mon invitée est une experte du spa, mais aussi de l'hôtellerie. Et du ghostwriting. Pourtant, ce n'est pas un fantôme car elle est bien là, face à moi. Bonjour Florence Kowalski. Salut Maxime. C'est quoi un ghostwriter ou le ghostwriting? Est-ce que c'est lié au fantôme? Mais oui, c'est ça, tu sais, c'est un écrivain fantôme. Ouais. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'avant, il y avait une appellation qu'on n'utilise pas du tout aujourd'hui, qui était le nègre, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement politiquement Le incorrect. nèbre. Le nègre. Ah, Tu le sais, celui nègre. qui écrit. Oui. Tu sais, c'était celui qui écrit dans l'ombre de quelqu'un. Plus sérieusement, le ghostwriting, c'est le fait de prendre la parole pour quelqu'un. En fait, c'est le fait d'aider une personne à prendre la parole sur un sujet donné. Et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. En fait, c'est un terme un peu à la mode, on va dire, pour tout ce qui est toutes les prestations d'aide. Quand on aide un CEO, quand on aide un patron d'hôtel à prendre la parole sur LinkedIn, il a envie de partager des idées, il a envie de faire valoir sa voix et de s'exprimer sur des choses, mais il n'a pas toujours la forme, il n'a pas toujours la technique, même en termes de discours, de structure de discours. Donc on l'aide là-dessus. Mais en fait, c'est un terme un peu réducteur parce que si tu veux, derrière ça, il y a ce qu'on appelle la marque personnelle et c'est pas uniquement lié à LinkedIn. En fait, c'est quelque chose qui peut s'exprimer sur tous les outils de communication. J'avoue qu'étant un grand consommateur de LinkedIn, c'est un terme que je vois partout qui m'a fait toujours beaucoup rire. J'avais jamais entendu le nègre, en tout cas pas dans ce contexte, et je comprends que ça soit pas utilisé, c'est assez mal connoté. Si on pouvait trouver un terme français un peu plus sympa et pour remplacer ghostwriting, je prends avec plaisir. Bon, écoute, passons les définitions techniques. Toi et moi, on se connaît beaucoup justement par réseau interposé. Je le disais, t'habites au Canada, mais je te laisserai raconter ça. On a eu l'occasion de se voir quand même il y a quelques mois à Équipe Hôtel. Et ce que je te propose, c'est que tu nous dises un petit peu quel est ton parcours et qui tu es. Alors, bah écoute, en tout cas, moi, je suis déjà ravie d'être là, je te le dis, au cas où j'oublie à la fin. Donc, moi, je m'appelle Florence Kowalski, j'ai bientôt 52 ans. Donc, je dois être en fait dans la partie haute, dans la moyenne haute de tes invités. Je vais quand même essayer de faire court. En fait, si tu veux, moi, mon histoire professionnelle, je dirais, j'ai eu deux parties pour faire très simple. J'ai une première partie qui a duré presque une vingtaine d'années et qui était dans l'univers du marketing et de la communication. En fait, à la base, moi, j'ai un troisième cycle. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça s'appelle un DESS à l'époque. Oui. C'était l'équivalent d'un master 2 en droit international et j'en ai un aussi en communication. C'est plutôt une tête bien faite et en fait, je me suis jamais posé trop de questions, donc j'ai un petit peu suivi le parcours comme ça. Et puis j'ai commencé pendant plusieurs années, j'ai travaillé donc dans le marketing, la com. J'ai pas eu mal de postes en com dans diverses industries. C'était pas passionnant, j'avais juste un fil directeur, c'était le digital. Parce que tous les postes, c'était les tout débuts du digital. Hein. Moi, je te parle de 1998, donc ça remonte. Et puis à l'époque, on commençait à parler de com digital, etc. Donc en fait, j'ai plongé dedans dès le départ. J'ai aussi fait beaucoup de rédaction. C'était vraiment deux choses importantes qui me faisaient bien. C'était beaucoup de rédaction, d'articles clients. J'ai eu un poste où j'ai eu la chance de faire pas le tour du monde, mais presque, parce que j'étais chargée, j'étais dans le B2B, j'étais chargée d'aller interviewer des clients quand ils avaient signé pour l'achat de très grosses machines. Donc j'ai rencontré des gens super. Que ce soit à New York, au Mexique, au Brésil, je suis allée aux îles Fidji. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais j'avais pas trop de passion pour ce que je faisais. Ma seule passion, c'était la montagne. Alors là, j'étais au club alpin français à Paris. Tu vois, j'habitais Paris à l'époque. J'étais au club alpin français. Je me faisais des week-ends là-bas. Le lundi, je revenais. À l'époque, je travaillais chez Renault. Je revenais avec mes skis à la main. Bah, ça avait un petit côté touriste. Je travaillais bien, mais ça avait un petit côté touriste. Et du coup, en fait, j'ai eu un changement de vie déjà c'était en 2000, ouais, je pense que c'était 2006. Donc, j'avais passé une bonne partie de ma vie pro à Paris. Et j'ai eu la chance, en fait, je voulais venir sur la région Rhône-Alpes pour des raisons personnelles. Et j'ai eu la chance de trouver un poste à Chamonix pour un groupement d'intérêt économique. Donc, Chamonix, pour quelqu'un qui fait de l'alpinisme, c'était le rêve, inutile de te dire.
Voilà, c'était un peu mon bâton de maréchal. Et surtout, en fait, ce qui était intéressant, c'est que je venais, en fait, le groupement d'intérêt, le GIE, il s'appelait Chamonix-Mont-Blanc Promotion, et il était composé de socioprofessionnels, donc des hôteliers, les remontées mécaniques, des restaurateurs, qui étaient en fait remontés contre l'office de tourisme qui, selon eux, ne faisait pas son boulot. Et du coup, ils avaient dit à la mairie, bah, nous, on va créer notre propre structure, on va intégrer un budget d'office du tourisme dedans, mais on le confie à une personne extérieure, une vraie pro du marketing, quelqu'un qui a rien à voir avec la vallée. Comme ça, on est sûr que les projets ils vont avancer. Donc, j'arrivais dans un contexte qui n'était pas facile, mais qui était hyper intéressant, parce qu'en fait, tout était à faire, il y avait beaucoup de créativité à mettre en place, et puis, il fallait aller réveiller un petit peu la belle endormie. Ça a duré 2 ans. C'était une épreuve, alors c'était vraiment mon baptême du feu avec l'hôtellerie et la restauration. Je suis vraiment arrivée dans ce métier-là par les patrons, entre guillemets, puisque c'était eux mes interlocuteurs directs. Je me suis aussi rendu compte que diriger à ce niveau-là, c'était compliqué. J'avais vraiment des séances épiques de conseil d'administration parce que tu vois, c'est l'ambiance de la montagne. Je vais pas me faire que des amis, mais je pense que les personnes se reconnaîtront avec beaucoup d'affection parce que moi, enfin, c'est toujours très bien passé. Et en fait, si tu veux, ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, on a considéré que le travail était fait, que l'Office tourisme réintégrait sa mission et cet organisme, il a été dissous. Et c'était mon premier contact avec l'hôtellerie. Et vraiment, j'ai adoré. Mais suite à ça, j'avais aucune école, aucune formation opérationnelle dans ce domaine-là. Donc du coup, je suis repartie pour 6 mois travailler comme chargée de com classique Mmh. sur Lyon, enfin comme responsable de com. Et puis j'ai eu la chance, au bout de 6 mois, ça a été ma première grande rencontre dans l'hôtellerie, que celui qui a été pendant plusieurs années mon patron, qui s'appelle Romain Trollet, qui aujourd'hui dirige un groupement hôtelier qui s'appelle le Thémos Hôtel. Ils ont pas mal d'hôtels aujourd'hui en montagne, également sur Paris. Il m'a rappelé, j'étais dans mon petit bureau lyonnais, vraiment, mais vraiment à me demander ce que j'allais faire parce que c'était vraiment pas drôle. Et en fait, il m'a rappelé en disant, écoute, jusqu'à présent, on a 2 hôtels à Chamonix. Comme tu le sais, je travaille pour un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement hôtelier qui s'appelle là encore, je pense, Algonquin. Et il dit, on va passer de 2 hôtels à Chamonix à 5 hôtels avec parce que le groupe va racheter 3 actifs, donc 3 hôtels, 3 résidences, résidences à Pierre et Vacances. Et à nous de les intégrer en fait, de créer ce groupe, d'intégrer ces 3 nouveaux hôtels aux 2 hôtels qu'on a à Chamonix et de créer une marque en fait au niveau de l'hôtellerie de montagne. Et il m'a dit, pour la petite histoire, il m'a dit, ah, j'ai un conseil d'administration. Romain, il a 10 ans de moins que moi, donc à l'époque, il avait 30 ans. Il me dit, enfin, presque 30 ans. Il me dit, j'ai un cabinet de recherche, de recrutement qui recherche pour moi, mais il me trouve que des seniors. Il dit, j'ai un petit peu de mal parce qu'il n'y en a aucun qui va me respecter. Donc, il dit, je veux choisir mes équipes. Et je me souviens, je lui ai dit, mais tu sais, moi, je connais rien à l'hôtellerie. En direction marketing et commercial, je suis flattée, mais je connais rien du tout. Il m'a dit, écoute, j'ai vu comment tu te débrouillais avec un conseil d'administration d'un niveau de cours d'école. Donc, il dit, je suis sûre que tu vas y arriver. Il dit, savoir-être, moi, ce qui compte pour moi, c'est le savoir-être de la personne, le savoir-faire, ça s'apprend. Et Mmh. je pense que le management, ça a été un de mes premiers enseignements. C'est-à-dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses techniquement, si tu as une personne qui a des bonnes bases et qui en fait le savoir-être dont tu as besoin, tu peux en faire la meilleure réceptionniste du monde, tu Bien peux en sûr. faire parce que voilà, parce que l'état d'esprit y est. Et du coup, je suis revenue sur Chamonix, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec lui. Franchement, c'était passionnant, Maxime. On a créé le nom de l'hôtel, donc Demos, c'était un anagramme de sommet à l'envers. Donc, on a créé ça avec une agence de com. Moi, je me suis occupée du positionnement de chaque établissement parce que l'idée, c'était qu'ils ne cannibalisent pas entre eux. Donc, il y avait la construction du positionnement marketing, la recherche des cibles à qui on s'adresse, la rédaction des argumentaires. On était une petite équipe à l'époque, donc forcément, on faisait un petit peu tout et c'était ce qui était hyper instructif pour moi. Donc, je me suis occupée de cette partie rédactionnelle. Je me suis occupée de toute la partie création des sites web avec une agence. Derrière, je me suis occupée de la partie pricing parce que forcément, on n'avait pas de revenu manager. Donc, tu vois, moi, ça a été 2 années et demie vraiment intenses, mais super, super instructives. Et puis, j'ai vraiment développé une vraie culture du chiffre. Aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent que je suis une obsédée de la rentabilité. Alors, je suis pas obsédée, mais c'est vrai que quand tu travailles avec un fonds d'investissement, c'est le premier truc qu'on te demande, c'est de sortir des Bien reportings, des sûr. calculs, etc. Et franchement, avec Romain, j'étais à super école parce que on était sur un partenariat gagnant-gagnant. Lui, il me disait toujours, mais moi, j'ai besoin de toi pour avancer. Et j'ai vraiment vécu 2 années et demie vraiment super intenses. Et j'ai adoré l'hôtellerie. Et puis, si tu veux, est arrivé
Au bout de 2 ans et demi, lui, il a eu envie de créer son propre fonds. Donc, il a pris une décision hyper courageuse, moi, je trouve, qui était de démissionner, de partir sans rien, parce qu'en interne, le fonds d'investissement considérait que c'était un hôtelier, qu'il était là pour ça et qu'il n'était pas forcément capable d'évoluer sur autre chose. Bon, aujourd'hui, ils doivent s'en mordre les doigts, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, il est parti, il a été remplacé. Et tu vois, Maxime, c'est un des gros enseignements de cette période-là. Moi, le temps que j'ai eu mon ancien patron, c'était super intéressant. Enfin, je veux dire, j'avais aucun souci, j'avais des super résultats. J'avais une super prime de fin d'année à 5 chiffres. Et 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, il est remplacé. Et là, en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui n'avait pas du tout envie de travailler avec l'ancienne équipe et qui a décidé qu'il allait faire partir tout le monde. Et cette période-là, moi, elle m'a appris énormément de choses. Elle m'a appris que j'aimais énormément beaucoup l'hôtellerie, que c'était vraiment un secteur coup de cœur. Et j'ai aussi appris qu'en fait, tu pouvais, quand tu es membre d'une équipe, tu pouvais être hyper satisfaisante un mois. Et 4 ou 5 mois plus tard, sans raison apparente, juste pour des raisons en fait d'émotion et de personne, Oui. eh ben, tu vas devenir persona non grata. Et c'est là que j'ai Et commencé, que la graine en fait de l'entrepreneuriat a commencé un peu à germer, parce que je me suis dit, mais moi je pensais que quand tu étais un bon élément, tu étais protégé. Et en fait, ouais. non. Donc c'est Changement de management, la exactement, mentalité voilà. se modifie et puis tu peux rapidement dégager ou, comme tu dis, plus être la Exactement. bienvenue. Et puis, exactement. Et puis, tu sais, comme moi, je viens d'une famille, en fait, où on fait pas d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Et je comprenais pas, en fait, cette logique de dire, mais moi, je suis un bon élément, je dois rester. Et en fait, peut-être qu'il fallait lâcher un peu plus vite. Et moi, je suis restée peut-être 2 ou 3 mois de trop. Ça m'a vraiment fait Ouais, je je sais pas comprends. si j'ai fait un burn-out ou quoi que ce soit, mais humainement, c'était difficile. Mais ça m'a aussi appris, c'est aussi une période qui était importante pour moi, parce que pendant cette période-là, j'ai découvert l'univers du spa, puisqu'on avait des spas chez nous. Et je me suis rendu compte, je te le dis, que ça a été formateur pour la suite pour moi, enfin, c'était important. Je me suis rendu compte, si tu veux, que quand je faisais les tableaux de chiffres, que la rentabilité du spa a été vraiment très faible par rapport à la rentabilité de l'hébergement, de la restauration et visiblement et Hmm. derrière le spa. Là, Et tu en parles même fait, pas de chiffre d'affaires, mais vraiment de rentabilité ah oui, je parle, du voilà. pôle. En fait, si tu veux, je me disais, c'est ce que me disait toujours, c'est la première chose que Romain m'avait dit, et je l'ai toujours gardé parce que je pense que le rapport, même s'il peut évoluer, il est intéressant. Il me dit, si tu prends ton RBE, t'as sur de l'hébergement, t'es sur un hôtel 4 étoiles, t'as un client qui te donne 100, il te restera 40 Oui. pour avoir un rapport en tête. Ce même client, il vient dans ton restaurant, qui est pas un gastro, tu sais, qui est une brasserie, il dépense 100, il lui restera 25. Il Hmm. te restera 25. Donc, une rentabilité déjà un peu moindre. Et puis, s'il va acheter un soin, il va encore te donner 100 pour ce soin et il te restera 10 ou 12. Donc, si tu Hmm. veux, en fait, la rentabilité à la marge d'un soin, à 100 euros de chiffre d'affaires au spa, ça te rapporte beaucoup moins d'argent. Il t'en reste moins dans la poche que 100%, 100 euros en hébergement ou Bien même sûr. 100 euros en restauration. Hmm. Nous, ça nous C'est semble évident. non, mais enfin, je fais un disclaimer par rapport à ça. Tu as raison, c'est pas évidemment des chiffres exacts, mais en tout cas, c'est des tendances qu'on retrouve et qui donnent bien quand même les grandes lignes. Quand tu parles de rentabilité, en effet, tu as une rentabilité du simple au triple ou Mais parfois oui, quadruple sur de l'hébergement par rapport au spa. Et ça, une personne extérieure ou en tout cas qui a jamais mis ses yeux dans des chiffres n'a pas forcément conscience de ça. Et là, on parle pas de et chiffre voilà. d'affaires, mais bien de Tout, RBE tout tout en à bas fait, du bilan. vraiment, c'était le rapport. Et c'est aussi pour ça, si tu veux, qu'en France, on a ce problème avec le spa en général, dans Mm. l'hôtellerie, qui est de dire que, encore beaucoup de directeurs d'hôtel qui te disent, le spa, on en a un, mais de toute façon, c'est pas rentable. Donc, on fait le minimum. Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que Mm. c'est pas vrai. La rentabilité, elle est plus compliquée. Il faut très bien gérer les charges. Enfin, il y a pas mal de choses à respecter, mais tu peux aller chercher de la rentabilité. Il y a des choses à mettre en place, des entrées, espaces bien-être, des choses avec moins de charges. Mais si tu veux, c'est vrai qu'a priori, c'est pas le premier truc que tu veux développer. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, de dire comment on peut éventuellement amener les mêmes KPI, la même recherche de rentabilité qu'on a en hébergement, en restauration, au niveau du spa. Donc tu vois, cette période-là, elle m'a vraiment permis de planter, on va dire, de semer ces graines-là. Et puis je suis pas repartie tout de suite dans l'hôtellerie, parce que humainement, ça avait été dur comme période, et tu sais Mm. ce que c'est, on a besoin de se reconstruire derrière pour repartir encore un peu plus fort. C'est un peu comme une course à pied où enfin, je Mm. veux dire, t'as pas réussi de terminer, bah, t'as besoin de remonter vite en selle, mais de rester un peu dans ta zone de confort. Donc j'ai repris un poste de chef de projet digital. Forcément, tu vois, je te disais, c'était dans un groupe à l'international, en fait, toujours avec une vocation marketing. Et puis pendant ces 2 années de chef de projet, j'ai mûri mon
projet d'entrepreneuriat. Oui. J'étais accrochée à l'idée du spa, donc je m'étais un peu renseignée. Dans l'univers du spa, on m'a dit, ah mais tu sais, si tu veux vraiment monter un business qui a un rapport avec ça, il faut que tu sois dans l'univers du spa. Il faut absolument que tu appartiennes que tu aies une vraie légitimité. Donc j'ai repris un CAP esthétique à distance, et je travaillais les week-ends dans un spa sur Megève pour les aider à se lancer commercialement, et eux, en contrepartie, ils me formaient sur le week-end. J'ai fait la même chose en BTS, avec un BTS, et du coup, si tu veux, ça m'a permis vraiment de me muscler dans cet univers-là. Et puis, parce que c'est un univers qui me plaisait, j'ai aussi pris une formation en massage et bien-être. Et tout ça, en fait, avec ces formations-là, avec mon background en hôtellerie, bah, j'étais prête à lancer mon cabinet de consulting dans l'univers du spa. Puis au moment où j'allais me lancer, j'ai une proposition pour travailler pour travailler encore en hôtellerie comme responsable marketing commercial, cette fois-ci pour les Rothschild à Megève, pour le domaine du Mont d'Arbois. Je pense que j'étais pas encore assez picousée à l'entrepreneuriat, donc j'ai Ouais, pris le poste parce que tu sais, je comprends. je pense qu'on est un peu, et puis le C'est choix toujours des était dur. choix difficiles à faire, bien sûr. Exactement, ouais. Et du coup, j'ai fait 2 périodes d'essai, et puis je me suis rendu compte que moi, j'avais fait le tour. Bon, en plus, on avait un chef avec 2 étoiles au Michelin qui était très sympathique, mais très capricieux, et ça ajoute, tu vois, tu te dis, mais en fait, c'est pas ça, c'est plus ça que je veux faire. En fait, j'ai fait ce tour-là. Et du coup, ça m'a amené à ma deuxième partie de vie, j'ai envie de te dire, qui était en février 2016. J'ai donné ma démission. Enfin, on s'est mis d'un commun accord pour que je puisse bénéficier du support Pôle emploi et de pas me lancer complètement de façon sans aucun filet de sécurité. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, cette première partie de vie, c'était la découverte de l'hôtellerie, ça a été la découverte aussi de l'univers du spa. Je me suis rendu compte qu'en tant que consommatrice, j'adorais ça. Il y avait certainement quelque chose à faire. Et puis, l'impression d'avoir vraiment fait le tour au niveau du travail salarié. J'ai eu aussi des périodes, enfin personnellement, j'ai eu pas mal de soucis qui font qu'en fait, à un moment de ta vie, tu te dis, ok, j'ai bien compris qu'il y avait que on n'a qu'une seule vie, il faut absolument ne pas avoir de regrets. Et du coup, tout ça, ça m'a vraiment permis de monter mon projet. Et tu vois, en février 2016, je me suis lancée donc avec mon premier business qui s'appelait Spa Boosting. Et l'idée de Spa Boosting, c'était en fait d'accompagner les hôteliers, soit pour la mise en place d'un concept spa rentable, soit dans la dynamisation, la rentabilisation en fait, d'un spa existant, d'un concept spa existant, et puis pour permettre en fait de gagner de l'argent avec. Donc j'avais un mot d'ordre, c'était la rentabilité. Et en parallèle, je travaillais beaucoup pour une revue professionnelle pour les professionnels du spa, où j'ai fait pas Mhm. mal de rédactions. Tu vois, j'avais aussi ce fil directeur-là et qui me permettait en fait de bien connaître ce secteur-là, de rencontrer beaucoup de monde, un petit peu comme toi avec le podcast en fait. Mais moi, tu vois, devant cette expertise-là, je peux pas m'empêcher de poser quelques questions. Tu parles de rentabilité de spa. Est-ce que tu as aujourd'hui des conseils ou en tout cas des grandes lignes à tous les hôteliers qui nous écoutent, qui ont des spas ou les responsables managers de spa, peut-être un peu des bonnes pratiques ou des choses à éviter quand on gère un spa? Ouais, tout à fait. Alors, si tu veux, le point le plus rentable quand tu as un spa comme ça, il y a plusieurs soucis. Il y a le fait, alors ça paraît évident aujourd'hui, un spa déjà, faut pas le réserver à la clientèle de l'hôtel. C'est hyper important que ça devienne un produit qui soit ouvert à l'extérieur. Il y a aussi des produits à l'intérieur du spa qui sont plus rentables que d'autres. Par exemple, un accès à l'espace bien-être. C'est quelque chose sur lequel tu vas avoir beaucoup moins de charges variables, Oui. puisque de toute façon, tu as les charges de l'espace. Et même si tu n'as pas un espace qui peut accueillir beaucoup de monde, réfléchir à une vraie politique d'accès espace bien-être, c'est vraiment un plus. Il vaut mieux réfléchir comme ça qu'en nombre de cabines. Parce qu'il y a encore Mhm. des gens qui se disent, un espace, il y a beaucoup de cabines. Faut être prudent parce qu'aujourd'hui, c'est un métier, on a du mal à recruter. Le spa, il n'est pas forcément considéré en France. Et du coup, si tu veux, tu peux te retrouver avec beaucoup de cabines. Donc ça, c'est de la charge, tu peux rien en faire. Des soins que tu peux pas forcément assumer parce qu'il te manque des équipes. Et quand tu as des équipes, elles coûtent cher. Donc, il faut trouver, tu sais, ce mix-là. Et c'est pour ça de ne pas penser spa que en termes de massage. Ça D'accord. fait partie de l'offre, mais c'est pas forcément le cœur de ton offre. Donc ça, bien ouvrir, pense à ouvrir à l'extérieur. Euh, ne pas hésiter aussi à projeter le spa en chambre. En fait, tu as plein de petits Ah services oui. annexes, tu sais, que tu peux proposer en chambre, et qui te peut permettre de faire venir des clients jusqu'au spa.
mais qui en même temps te permettent de vendre des petites prestations. Ça peut être du bain en chambre, ça peut être, bon, il y a le massage en chambre, mais là, ça demande aussi encore une personne, mais ça peut être du bain en chambre, ça peut être des brumes d'oreiller, ça peut être des trousses de départ. Tu sais, tu as beaucoup de petites choses que tu peux faire. L'autre chose qui fait gagner de l'argent à un spa, c'est la vente de produits. Alors les marques de cosmétiques et que j'aime beaucoup, je travaille souvent pour elles, mais au départ, elles disaient oui, vous pouvez faire un chiffre d'affaires spa, vous pouvez avoir 80% de soins et 20% de vente de produits. Ça n'arrive jamais, à moins vraiment d'être dans une toute autre logique. Mais si tu veux, la vente de produits, il y a des choses à aller chercher, mais il faut aussi trouver l'adéquation entre ta clientèle et les produits que tu vas utiliser. Et en fait, tu sais souvent le spa, et ça l'est moins aujourd'hui, mais c'était un peu la danseuse du président. C'est souvent la femme de l'hôtelier. Je suis désolée pour la caricature, mais Ah, ouais. encore la femme de l'hôtelier qui va aller se dire j'ai pris telle marque parce qu'elle me plaît, mon linge je l'ai acheté à tel endroit. Donc en fait ça grossit les coûts. Et Mmh. après on se dit ouais mais en fait c'est Oui, un sans vrai penser à la cohérence de l'établissement et la rentabilité des points de exactement vente, alors qu'on ferait jamais ça exactement. pour un restaurant, par exemple. Tout à fait. Et tu vois, la dernière petite chose, Maxime, c'est qu'on a longtemps dit, et moi j'en faisais partie, que quand tu diriges un spa, il faut avoir fait de la pratique, il faut venir de la pratique. Et le problème, c'est que c'est pas une culture hôtelière en fait. Tu vois, quand on enseignait à l'IAE à Savoie-Mont-Blanc, on t'enseigne l'hébergement, la restauration, mais en fait, on ne parle pas beaucoup de spa quand tu réfléchis bien. Ouais. Et tu sais, même à l'EHL, à l'école hôtelière de Lausanne, à un moment, ils avaient fait un cursus business autour du spa. Et je sais que ce cursus, il a été arrêté par manque de demande, en fait. Donc, tu vois, et aujourd'hui, quand je discute avec certains directeurs spa ou directrices spa un petit peu puissantes, entre guillemets, tu vois, là, sur Équipe Hôtel, je discutais avec Stéphane Remond, qui est le directeur du spa du Beau Rivage Palace. Ben, c'est un homme, c'est dur de dire ça, mais il arrive enfin à être au conseil d'administration de l'hôtel. Mais comme il dit, c'est un homme et ça fait 18 ans qu'il fait ça. Et c'est quelqu'un qui a une certaine prestance pour ceux qui le connaissent. Donc, tu vois, c'est encore un milieu où, si tu veux, culturellement, c'est un peu à part. Mmh. Moi, j'ai une amie qui a quelques années était directrice du spa au Shangri-La à Paris et on l'appelait dans le conseil d'administration, on l'appelait l'arracheuse de poils. Tu vois, pour te dire, il y Ouais, avait un peu je cette vois, vision c'est un peu, voilà, de comme, parfois les métiers d'esthétique, donc c'est des métiers qui sont réservés aux femmes oui, et on va pas au codir quand on fait partie du spa, parce que voilà. finalement, on n'est pas un point de vente suffisamment Et tu important, vois, tant qu'on a cette vision-là, Maxime, on peut pas, c'est bien difficile de sûr. faire évoluer le spa. Et moi, c'est vrai que, tu vois, j'ai interviewé l'autre jour une personne qui travaille pour une marque qui est franco-américaine et c'était un article comparatif. Il n'est pas encore sorti. Je te donnerai les coordonnées, enfin, le lien quand il sera publié par le journal, si c'est intéressant. Et en Avec fait, plaisir. elle me disait elle me dit, moi, la grande différence que je vois entre le spa en France, on a un spa parce qu'il faut et parce que c'est obligatoire. Aux États-Unis, quand ils créent un spa, les hôteliers, c'est pour gagner de l'argent. Tu vois, la Mmh. logique, elle est différente. Ils font beaucoup de membership, beaucoup d'accès espace bien-être, tout ça, parce que pour eux, il est hors de question d'être dans une logique de se dire, bah, c'est juste pour aider. Donc, c'est un sujet, si tu veux, le spa, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai passé de longues années. Jusqu'au Covid, j'ai eu pas mal de clients parce qu'en plus, j'avais un bon réseau et le bouche à oreille fonctionne très bien. La difficulté de ce business, c'est ce qui m'a amené à arrêter derrière, mais la difficulté de ce business, c'est qu'il faut trouver des hôteliers qui ont soit un projet de spa, soit un spa qui se porte pas très bien et auquel ils veulent ajouter et amener un nouveau, tu vois, et c'est pas une priorité. Et ça l'a pas été pendant le Covid et ça l'a été encore moins après le Covid parce que et c'est normal, c'était pas la priorité, c'était de faire rentrer de l'argent, c'était surtout pas d'investir dans du consulting et surtout pas du consulting sur le spa. Donc en Mmh. fait, si tu veux, mais par contre, j'ai vécu mes meilleures années parce que j'avais un business model où je faisais du consulting en intersaison. Tu sais, parce que j'étais dans la région des Alpes, je faisais du consulting en intersaison et en saison, j'allais dans les spas, cette fois-ci en tant que freelance, soit pour du massage, soit pour des cours de yoga, parce que j'étais formée aussi en yoga, et toujours en freelance. Et si tu veux, en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait à mes clients de voir que déjà, j'étais pas une consultante qui était là que pour donner des conseils et Bien qui s'en sûr. allait après. Et surtout, ça me légitimait auprès des équipes. Parce qu'en fait, elles voient que quand en formation, tu leur expliques qu'il y a 10 minutes pour refaire la cabine, et pas une minute de plus, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et que toi, tu es capable de le faire, tu vois, c'est hyper important. Ou quand tu leur expliques comment on fait de la vente additionnelle et que toi, tu le fais devant elles et que tu es capable de sortir des bons chiffres,
bah, en fait, on voit que tu connais ton métier. Et tu vois, ce business model-là, il m'a permis de bien fonctionner jusqu'au Covid. Et il m'a beaucoup aidé après le Covid parce que là, c'était vraiment morne pleine. Beaucoup de consultants qui travaillaient qu'avec l'hôtellerie. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire pas mal donc j'ai voulu garder mon activité, mais j'ai commencé à faire pas mal de saisons pour soutenir, en fait, parce que bah, financièrement, je voulais rester dans l'entrepreneuriat. Je voulais vraiment rester dans mon secteur, mais en fait, ça, tu vois, j'amenais pas assez d'argent, quoi. En plus, j'étais en format SAS, qui était une forme de société, pas en auto-entrepreneur. Donc, j'ai été très mal conseillée par l'expert comptable à l'époque, mais c'est des structures juridiques qui nécessitent que tu aies, en gros, 6 mois de trésorerie pour te verser un salaire. Parce qu'il y a beaucoup de charges, etc. Je fais très simple. Donc, en gros, moi, j'avais une activité où j'avais du mal à vivre avec. Enfin, je rentrais vraiment du chiffre d'affaires, mais vraiment, après le Covid, c'était trop compliqué. Donc, c'est là que j'ai commencé à alterner des saisons. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Si tu veux, le fait de travailler, d'avoir été en consultante chez eux ou de les avoir connus dans ce cadre-là, en fait, ça change tout. Et voilà. Et du coup, j'ai travaillé comme ça en saison. Et puis en parallèle, je me suis rendu compte que la partie spa, c'était vraiment très compliqué à relancer. En fait, c'était difficile d'en vivre parce que tu peux pas créer de repeat business. Et du coup, en fait, faut toujours chercher. Là, c'est des problématiques d'entrepreneurs, mais tu sais ce que c'est, il faut toujours chercher de nouveaux clients. Et ça, en fait, ça te crée pas de revenus réguliers. J'entends par revenus réguliers, pas revenus passifs où tu fais rien, Oui, mais revenus réguliers où, en fait, tu accompagnes les gens sur la durée. Et sûr. c'est pour ça que, tu vois, je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce que j'aime? Je voulais rester absolument dans l'univers de l'hôtellerie. Qu'est-ce que je sais faire? Où sont mes compétences? Bah, le digital et puis la rédaction. Parce que c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps et puis où mon cœur parle, en fait, je veux dire, c'est quelque chose que j'aime. Donc c'est facile pour moi de me renouveler. Et c'est pour ça que je me suis dit, alors je n'aurais pas donné une date précise où j'ai fait ce switch, mais depuis janvier 2023, je me focalise en priorité dessus. Alors c'est pas que je fais pas du tout de spa parce que tu as vu, je suis toujours très passionnée et je Oui. rédige beaucoup dans l'univers du spa, donc j'ai beaucoup de contacts, donc j'ai encore des gens. Et c'est toujours comme ça en fait la vie, c'est quand tu Mhm. as arrêté quelque chose que les gens viennent vers toi et te disent Mais c'est plus comme ça que tu te marketes et tu exactement, es en train voilà, d'orienter ton business tout doucement c'est aussi. c'est tout Finalement, à fait ça. 2023, c'est quand même assez récent. Oui, Donc tout à l'idée, c'est fait. de basculer sur autre chose. Donc aujourd'hui, ton activité, c'est quoi? C'est de faire du ghostwriting, donc de l'écriture pour les Alors dirigeants? ouais, plus globalement, en fait, si tu veux, mon activité, c'est vraiment de travailler sur la stratégie de contenu, d'aider en fait les professionnels de l'hôtellerie et du bien-être, donc tout ce qui est vraiment hospitality au sens très large, les aider en fait à faire de leur contenu en ligne globalement un vrai levier de business à terme. C'est-à-dire que ça soit ton site web, que ça soit ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ce que ce soit en termes de newsletter, c'est comment, grâce au contenu et grâce à tout ce que vous pouvez sortir de chez vous, ben, vous pouvez aller chercher du chiffre d'affaires et vous pouvez en fait vous développer dans le sens qui vous intéresse. C'est soit développer ton expérience client parce que tu dis bah moi c'est pas mon PMC qui m'importe, c'est vraiment d'asseoir mon expérience client et le côté unique de mon expérience client. Ça peut être des personnes qui disent, bah, moi, mes taux d'occupation, ils sont bons, mais vraiment, j'ai besoin de mettre de la valeur, d'apporter de la valeur en plus pour augmenter mon PMC. Ça peut être aussi des personnes qui disent, mais moi, je veux sortir de ma dépendance exclusive. Je fais que du booking parce que j'ai aucune visibilité sur Internet. Et en fait, si tu veux, le ghostwriting avec LinkedIn, c'est un élément de cette stratégie globale. Et c'est vrai qu'au début, je faisais que du ghostwriting. Je faisais que des posts LinkedIn, c'était mon positionnement unique. Et en fait, je me suis rendu compte, une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, mais moi, c'est super ce que je fais sur LinkedIn, c'est intéressant, je vois que ça fonctionne, on crée une communauté. Mais pourquoi on peut pas faire la même chose sur Instagram? En fait, je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Et si tu veux, quand tu fais que LinkedIn, c'est quand même hyper limité Bien sûr. dans ce que tu peux, surtout, sauf si vraiment tu fais de la recherche de lead via LinkedIn. Et là, effectivement, ça peut être autonome. Mais moi, en fait, dans ma vision de dire je me spécialise sur la cible des hôteliers et j'aide les hôteliers, c'était en fait quelque chose qui était insuffisant. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette approche globale. Tu vois, et l'idée, c'est de dire, bah, on regarde ce que vous faites aujourd'hui, on prend déjà l'objectif que vous poursuivez, on s'assure qu'il y a un objectif clair, parce que bon,
Toi et moi, on sait que quand on communique, quand on a des contenus et que derrière, il y a pas d'objectif clair, il se passera rien, mais c'est logique. Donc en fonction de leur objectif business, ben, on audite, on regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il est bien référencé? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a une newsletter? On regarde tous ces aspects-là, comment ils sont sur les réseaux sociaux, sur lesquels ils sont présents et qu'est-ce qui se passe dessus? Est-ce que ça commente? Est-ce que ça interagit? Et puis en fait, à partir de cet audit, pardon. Non, tu viens de parler de newsletter, donc j'allais te poser cette question suivante, je vais te laisser finir après ce que tu disais, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour un hôtel, et pourquoi pas pour un spa, puisqu'on en parlait, c'est incontournable ou en tout cas, c'est vraiment une valeur ajoutée d'avoir une newsletter? Ouais, parce que en fait, si tu veux, la newsletter, c'est vraiment un élément. Tu sais, le contenu, c'est comme une pyramide. En fait, il y a du contenu qui va te permettre d'acquérir de nouveaux clients. Comme c'est pour être visible, donc tu vas acquérir de nouveaux clients. Il y a des contenus qui vont te permettre vraiment de te faire aimer par les gens qui t'ont découvert, parce que se faire découvrir, c'est une chose, se faire aimer par eux, c'en est une autre. Et puis il y a des contenus vraiment qui vont être là pour convertir. En fait, cette notion de tunnel de contenu, de tunnel de conversion, elle est, enfin, si tu commences à voir le contenu, si un hôtelier commence à voir son contenu comme ça, il va voir qu'il peut gagner de l'argent avec. Et la newsletter, c'est vraiment le contenu où tu as la place pour t'exprimer. Et c'est des gens qui ont manifesté un premier intérêt de te recevoir. Et en termes de taux d'ouverture, mais en termes aussi de conversion, c'est vraiment aujourd'hui un des outils qui fonctionne le mieux. Mmh. Donc en fait, une bonne newsletter, alors, l'autre jour, j'ai fait une petite analyse de newsletter parce que je savais qu'on allait s'en parler. Avec ce qui se faisait ici au Canada, je me suis inscrite sur plusieurs newsletters et ce que se fait en France. Les Ah. newsletters des hôteliers, elles restent encore très, très business, très, très, Mmh. mais pas dans le bon sens du terme, très Non, promotionnel. pour moi, c'est ça, c'est corporate et ça manque d'âme terriblement. On Voilà, je s'ennuie quand on lit parle des de newsletters. moi, exactement. Je parle de moi et de moi. Je parle de mes promotions. Je parle de ma nouvelle, voilà, je vais avoir une telle exposition de peinture, etc. Et en fait, c'est vraiment chiant. Enfin, comme tu dis, on s'ennuie. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on développe de plus en plus de newsletters entre guillemets de marque. Ça veut pas dire qu'on parle en se regardant le nombril. Ça veut dire qu'une marque, elle va prendre la parole sur tel ou tel sujet. Oui, à la fin, elle va orienter vers son site web. Oui, elle fera passer un message d'ordre plus promotionnel, si je peux le dire comme ça. Mais par contre, elle va vraiment aborder, ça peut être parler de l'environnement, qu'est-ce qui est important chez eux, ce qu'ils font pour, mais pas avec directement la vente qui va se pousser derrière. Et notre milieu de l'hôtellerie, il a encore un peu, il a les défauts de ses qualités. Dans les défauts, c'est que c'est un milieu qui est compliqué à aborder sur la stratégie de contenu, parce que tu sens bien que c'est pas la priorité. Nous, on reste des milieux d'opération et c'est quand même difficile, surtout pour des hôteliers indépendants, et c'est vraiment ma cible, qui n'ont pas de ressources dédiées sur ce sujet-là, hormis parfois un apprenti qui fait de son mieux, un ou une apprentie qui fait de son mieux, mais qui est pas formé par définition. Et en fait, donc, eux, ils constatent qu'ils sont pas visibles, ils constatent que, il leur manque des clients, il leur manque du PMC, mais par contre, ils n'ont pas la ressource en interne et ils ont du mal à mettre de la valeur derrière. Donc, les amener sur ces sujets-là, c'est un peu comme le spa à l'époque, c'est un peu encore comme le spa. Tu vois, c'est pas toujours facile de les faire payer pour ça. Par contre, le bon côté, c'est qu'il y a tout à faire, quoi. Parce que c'est pas Et oui. des métiers où, en fait, on a déjà tout essayé. Je dis toujours en rigolant qu'il y aura une vraie prime, une prime au premier entrant, quoi, je sais pas comment on dit en français, mais c'est la personne de la première qui rentre sur le marché, parce que Oui. c'est en termes de tout C'est une prime d'opportunité, un effet d'opportunité. voilà, c'est ça, exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Mmh. Et en fait, parce que j'en suis persuadée, quoi, parce que voilà, et c'est aussi ce qui fait le charme de notre métier. Alors, Donc voilà, pour c'est répondre à ta question sur la newsletter, oui, c'est mais évident que bien c'est faite. c'est hyper intéressant, de parler de newsletter. Alors, tu le sauras, j'en suis convaincu puisque j'ai moi-même, l'hebdo d'Hospitality Insiders et que j'essaie vraiment d'être très régulier là-dessus et d'amener un contenu de valeur ajoutée qui soit en plus différent de ce que je fais sur d'autres réseaux. Donc il y a un vrai challenge, mais là, on n'est pas là, spécifiquement pour parler, de moi, mais je le dis aussi à mes étudiants, à qui je donne des cours de marketing et qui sont dans l'hôtellerie. Je leur dis: «Pensez à cet outil-là, qui est pas juste un truc pour spammer des clients dans leur boîte email, mais qui permet vraiment d'aller dans leur boîte, leur envoyer du contenu. Est-ce que newsletter et pas que, tu peux nous parler d'une stratégie de communication à adopter pour un hôtel indépendant, peut-être si tu as quelques conseils? On a des insiders qui sont des indépendants parmi nous et auxquels tu pourrais donner quelques conseils à mettre en pratique.
Tout à fait. Et en plus, alors moi j'adore les indépendants. Les gens les gens avec qui je travaille se reconnaîtront. Mais en plus, c'est des conseils qui sont tout à fait valables parce que dans les mauvais conseils que je t'ai expliqué tout à l'heure, sur les newsletters et tout, il n'y a pas d'indépendants dedans. Donc c'est vraiment que des gros entre guillemets Ah et oui. qui sont restés à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir des conseils pour tout le monde. En fait, si tu veux, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. Donc un hôtel indépendant, donc 25 chambres vers le Marcanterre, donc dans le nord de la France. Un hôtel qui fonctionne plutôt bien, pas des chiffres extraordinaires, mais une bonne tendance. Et en fait, ils sont venus me voir d'abord pour la partie spa parce que ça dormait. Donc, on a parlé pas mal du spa. J'ai fait une mission pour eux sur le spa. Et en fait, dans le cadre de ce travail sur le spa, j'ai forcément audité le reste de la communication. Et tu vois, quand on parlait de stratégie, c'est ce que j'explique. Je leur expliquais aussi. D'abord, ce qu'il faut, c'est partir de votre site web. Parce que quand tu es indépendant, c'est indispensable. Je mets de côté toute la partie réservation, channel manager, parce que ça, il faut toujours s'interfacer sur des gens qui le font très bien. Et sur la partie rédactionnelle du site web, ça, c'est ton cœur c'est vraiment là, en fait, que tu donnes ta couleur, que tu dis qui tu es, que tu marques. Alors, on appelle ça, tu sais, l'USP, la unique, enfin, Unique la selling proposition proposition. unique de vente, on va dire. Mais c'est presque la marque personnelle de l'hôtel. Tu sais, en fait, on parle toujours de marque personnelle pour les hôteliers, mais imagine, c'est la marque personnelle de l'hôtel, quoi. Et en fait, par exemple, quand tu fais l'audit, c'est important que ce site web soit déjà clair. Là, quand j'ai audité, on parlait de tout le monde. On parlait des couples en week-end romantique, on parlait des voyageurs d'affaires. Et on sent, si tu veux, que ça a été fait par des gens qui leur ont dit, on va attirer tout le monde dessus. Donc, on fait du SEO, on met tout le monde. Et du coup, tu sais pas du tout à qui ils parlent. Quand on parle à Donc, tout le monde, on parle à personne, hein. exact. C'est Mm. très bien de le redire parce que tout le monde le sait. Alors, du coup, si tu veux, tu ne sais pas du tout à qui ça s'adresse et tu n'as aucune idée de la richesse de ce qu'il peut y avoir derrière. Ensuite, tu vois, on a regardé donc ce site web, donc bien soigner tes textes, savoir à qui tu parles, et définir en fait à qui tu parles. Tu feras jamais l'économie, ne faites jamais l'économie si vous lancez votre hôtel, si vous le repositionnez, ou même si vous avez jamais fait le travail, ne faites jamais l'économie de dire mais qui on est et à qui on parle. Ça veut pas dire que vous parlerez pas aux autres, mais ça veut dire que dans votre discours, vous vous positionnez sur cette cible-là et c'est eux que vous souhaitez attirer et j'ai envie de dire, c'est vers eux que vous souhaitez briller, sachant que vous, vous n'attirez pas que ces gens-là, mais vous pouvez pas mettre tout le monde dedans. Donc c'est déjà de savoir ça et déjà créer ton site web et rédiger tes textes en disant je parle à cette personne-là, c'est ma cible, c'est la personne dont je veux soulager la vie, sa vie elle est comme ça. Donc là en l'occurrence leur cible c'était plutôt les cibles les couples. On a travaillé dessus, donc c'est les couples amoureux, plus ou moins amoureux, en tout cas qui veulent un week-end romantique, soit pour se retrouver, soit pour fêter des retrouvailles. Ils sortent un peu de la ville. Tu sais, on a un peu affiné ça. Comme ça nous permettait de trouver en fait le discours qui allait bien et avec lesquels on devait s'adresser. Et après, partant de là, donc le site internet, il est classique chez l'hôtelier. Il y a un côté qui est hyper intéressant, c'est le guide de destination qui permet de faire du contenu de qualité, tu vois, et qui doit être bien organisé, bien fait, mais qui te permet aussi d'illustrer la personnalité de ton hôtel. Et puis ensuite, derrière, une fois que tu as ça, l'idée, c'est de mettre très vite en place une newsletter. Et c'est même avant. Alors, les réseaux sociaux, ils sont importants. Mais les réseaux sociaux, c'est pas ce qui va te permettre de construire ton audience. Ça t'appartient pas. Demain, tes comptes tombent, c'est terminé. Oui. Donc, très vite, mettre en place une newsletter. Et ça te permet de récolter, dès que tes clients s'en vont, de récolter avec leur avis, avec leur autorisation, leur adresse email et de pouvoir garder un lien avec eux. Et ce lien-là, il va pas te servir à dire grande promo sur les week-ends de Toussaint. Tu pourras le dire, mais ça te permettra aussi d'entretenir un rapport avec eux. C'est parler des rénovations de l'hôtel qui sont en cours, d'une nouvelle installation que vous avez faite, d'un nouveau fournisseur que vous avez sélectionné parce que il est développement durable. Tu vois, c'est vraiment de tisser ce lien-là. Et quand tu dis tiens, j'ai des nouvelles de l'hôtel, comme tu aurais des nouvelles d'une personne. Tu vois. Et ensuite, il y a une couche qui est importante, qui est une couche. Alors, avant même d'aller sur la couche des réseaux sociaux, un autre contenu super important, les avis clients. On arrête de faire de faire les réponses aux avis clients par les stagiaires. Parce que, Complètement. non, mais c'est des choses, alors je sais pas si tu l'as vu aussi, mais en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est du contenu, en fait, qui nous permet d'être prouvé. Finalement, c'est du contenu Bien sûr. d'acquisition, C'est de la preuve d'acquérir des sociale. clients. Donc voilà, tu vois, il vaut mieux se focaliser dessus que de se focaliser pour faire des posts Insta que personne ne voit, qui sont faits un peu au hasard, tu sais, ou de faire des choses qui n'ont pas de sens. Faut jamais oublier, comme tu dis, on parle à quelqu'un et on sait à qui on s'adresse. Donc, les avis clients, super important. Et seulement après, quand tu as cette bonne base-là, bien sûr que se faire voir, donc
tu vas être vu par ton site web. C'est important d'avoir un SEO qui soit bien fait, mais ça, c'est dans tes textes c'est parce que ton contenu est bien fait que ça va te permettre d'avoir cette visibilité-là. Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent t'aider à avoir encore cette couche un petit peu plus supplémentaire, à te faire connaître. Mais par exemple, c'est pas parce que tu fais de la story Instagram que tu te fais connaître, parce que une story Instagram, que les gens qui te suivent, qui vont la voir. Donc tu vois, c'est important de bien positionner un hôtel qui fait des stories. Ça veut dire que pour que ça soit utile, il faut que les gens qui les voient, ce sont ses clients potentiels. Tu Oui. vois, c'est Mmh. pas le truc à prioriser, même si c'est peut-être le plus fun. Même chose. Alors après, tu vas en parler des autres réseaux sociaux. Je pense que se focaliser sur un réseau social, celui qui correspond à la cible que tu vises avec ton site web, ben c'est l'idéal. Et puis derrière, c'est d'avoir en fait un travail sur des piliers de contenu, c'est-à-dire de savoir de quoi je parle et surtout à quoi ils doivent servir. En fait, si tu veux, le contenu, c'est beaucoup de stratégie au départ. Et si tu veux éviter cette phase-là, tu vas passer beaucoup d'énergie à poster plein de trucs. L'autre jour, il y a un chef étoilé qui me disait, mais moi, je poste des super belles photos. Et en fait, non, il n'y a pas d'interaction. Mais en fait, si tu veux, ça suffit pas, en fait. S'il n'y a Bien pas sûr. Aujourd'hui, ça suffit plus, ça c'est sûr. tu vois, on est d'accord. Et même si les photos sont extraordinaires, s'il n'y a pas du discours derrière, s'il n'y a pas des choses qui se disent derrière, Oui. s'il n'y a pas Vraiment un le message côté storytelling, c'est ça voilà. que tu veux dire? C'est exactement. Et c'est pour ça que si tu veux, c'est important de définir ça en amont et de faire en sorte que chaque brique arrive dans ta stratégie de communication Mmh. au bon moment. Et même si c'est pas la plus sexy, c'est pas celle qui t'excite le plus, c'est important de respecter ça. Mmh. Si je résume, moi j'entends, moins mais mieux, c'est-à-dire peut-être moins de réseaux sociaux, pas essayer d'être partout, mais mieux adapté à ta Mmh. clientèle et réfléchir ce tunnel de vente, un petit peu ce tunnel Oui, de conversion dont tu tout à parlais, fait. de où est-ce que ton client, tu vas aller le chercher, comment est-ce qu'il va te trouver et comment est-ce qu'il redescend les différents niveaux, Exactement, ouais. vers ton site web et notamment vers ta newsletter puisque Tout à tu fait. disais dans ton canal de conversion, c'est vraiment là que, ça Tout à transforme fait. en fait Tu et sais, un petit d'ailleurs exemple. juste pour Pardon. compléter, ça marche pour les hôtels, mais ça marche évidemment pour tout type d'entreprise. Moi, c'est clairement ce que je pratique aussi, d'avoir les réseaux sociaux qui me permettent d'aller, viser large. L'objectif derrière, c'est d'envoyer mes visiteurs vers mon site web et qu'ensuite de mon site web, ils aillent s'abonner, à l'hebdo et derrière, c'est là où je peux leur envoyer des contenus, les plus, convertissants, possibles. Mais toi, tu es le meilleur exemple possible de ce qui se fait à ce niveau-là. Enfin, t'as craqué le game à ce niveau-là et c'est intéressant. C'est exactement cette logique-là. Tu vois, par exemple, c'est important de ne pas partir avec des a priori. Dans les réseaux sociaux, je te donne un exemple, il y en a un qui peut être super utile pour des hôteliers, c'est Pinterest. Alors, sur le papier, et même par exemple pour la marque employeur, ça paraît tout bête, mais contenu sur Pinterest, d'abord, ils sont très longs. Ils durent longtemps. Ça veut dire qu'un même contenu te coûte moins cher en coût marginal, coûte moins cher puisque il est plus utilisé. Pinterest, c'est la plateforme des jeunes où les jeunes font leurs projets. C'est une plateforme de Mmh. projet, plateforme de jeunes. Donc, t'imagines, par exemple, en termes de communication, il y a certainement des choses très intéressantes à mettre en place. Moi, j'adorerais qu'un hôtel me dise, ben voilà, je cherche encore à développer la marque employeur. J'adorerais lui dire, écoutez, on monte un projet autour de Pinterest et avec des vrais KPI, on regarde si ça fonctionne ou pas. Mais tu vois, c'est un réseau auquel on pense pas. Tu te dis, ah, c'est la déco et tout. Mais il y a certainement des valeurs, des choses à aller chercher plus intéressantes pour un hôtel d'une certaine taille que de poster, par exemple, des offres d'emploi toujours sur LinkedIn et de rien faire d'autre que ça et de dire, non, mais en fait, LinkedIn, ça marche pas. Ah ouais, mais partage d'offres d'emploi, ça marche pas, c'est sûr, mais je crois que ça marche nulle part, en fait. Donc, Mmh. tu vois, c'est se poser ces questions. C'est pour ça que c'est très Ah, c'est important de hyper toujours intéressant. dire, c'est quoi mon objectif? Et l'objectif business de que j'ai en prenant la parole et, et comment je le déroule derrière. Et tu vois, moi, en plus, mon idée, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est donc de les aider dessus, donc dire, bah voilà, on fait l'audit. Vous avez cet objectif-là, on fait l'audit de vos contenus. Quel est l'espace, qu'est-ce qui manque pour qu'on atteigne cet objectif? Tu vois, l'idée, c'est pas de dire on recommence tout parce qu'il n'y a rien qui va, parce que c'est jamais le cas. Et une fois, tu sais qu'on a fait, donc, quand on a cet audit, on sait ce qu'il faut faire. Je mets en place le plan d'action avec eux. Et surtout, je les aide à l'implémenter en interne. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est pas de vendre des prestations tous les mois pardon, pour faire des posts ou quoi que ce soit. J'en fais commencer pour amorcer la machine. Et moi, ce que j'aime plus que tout, c'est de dire, voilà, votre structure, elle est comme ça, vous avez qui dans votre équipe? Eh ben, pour, pour pérenniser le travail qu'on met ensemble, qu'on met en place ensemble, eh ben, on va
essayer de voir si on peut avoir une apprentie. Et je vais chiffrer ça en leur disant, voilà, nous, on attend ça du contenu, l'objectif, c'est ça. Et derrière, voilà ce que ça peut vous coûter en interne. Tu vois, l'idée, c'est de les aider au maximum à être autonomes. Parce que Mmh. c'est parce que cette communication, ce travail de contenu, il va durer sur le temps, qu'on va réussir, en fait, que ça va porter ses fruits. Et c'est important pour moi d'avoir ce côté accompagnement dans la durée et de dire, ben, moi, après, je continue à piloter 1 heure de temps en temps si vous en avez besoin, et de leur donner les moyens d'aller au bout. Parce qu'un hôtelier indépendant, je peux pas lui dire, mais alors, tous les mois, vous allez me donner 500 ou 1000 euros en récurrent. Enfin, je veux dire, le chiffre, c'est pas comme ça, quoi. Oui et c'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu parles de temps long et là encore, alors je pense pas du tout avoir craqué le game pour le coup, mais par contre, après 3 4 ans à rédiger des newsletters et à partager plein de contenus, je peux le dire, c'est en effet long de créer sa communauté et on peut pas, juste investir, dans un peu de communication, dans une stratégie et Mm. s'imaginer que 3 mois après, on va, remplir nos caisses et notre hôtel notamment. C'est très, très long à développer et je pense que quand on lance ce genre de stratégie, il faut commencer à le faire sur 1 2 3 ans minimum pour voir un vrai, ROI, pour parler chiffres, et après par contre, c'est l'effet boule de neige. C'est qu'une fois que, la pierre elle est lancée dans la descente, elle va de plus en plus vite, de plus en plus vite et elle grossit énormément. Mais au début, en effet, elle est très, très lourde à Mm. bouger cette pierre. C'est pour ça que c'est vraiment important, et moi je le dis même pour les prestataires qui font la même chose que moi ou qui font des choses complémentaires, c'est hyper important de pas voir court terme et se dire, ben moi c'est important vraiment de donner les moyens à nos clients d'être autonomes. Alors sur le papier, tu peux dire, bah oui, mais c'est moins de chiffre d'affaires, mais ça fonctionne pas comme ça en fait, parce que ce qui est important, c'est que le client il soit satisfait, que lui ça fonctionne. C'est lui, comme tu dis, ça fait boule de neige. Et moi, mon ambition, c'est pas de travailler avec les mêmes clients pendant 10 ans en fait, c'est plus de m'enrichir en voyant à chaque fois des situations différentes, des clients différents, Mmh, pouvoir faire bénéficier les suivants des premiers acquis. C'est la bien sûr, richesse d'un consultant en fait. Autrement, clairement. Mmh. autrement, tu es Hem un salarié déguisé et c'est pas le but. On n'a pas vraiment expliqué ça dans ton parcours, mais à un moment, tu es parti, des Alpes et aujourd'hui tu es au Canada. Alors tu peux déjà expliquer le pourquoi, mais aussi ce qui m'intéresse, c'est de voir si tu vois dans l'état d'esprit, tu parlais du spa tout à l'heure, mais aussi une différence dans la manière d'aborder, les stratégies de communication Mmh. enfin, en Amérique du Nord. Alors, oui, effectivement, donc très rapidement, je suis partie donc grâce à pendant une saison, j'ai rencontré mon mari qui est chef de cuisine et qui avait donc italien et qui avait pour but de partir au Canada. Bon, nous, tu sais, moi j'ai 50, à l'époque j'avais 50 ans, 49. Lui, il en a 44. Donc si tu veux, on fait pas partie des jeunes de la jeune garde qui part facilement avec des PVT, etc. Ouais, complètement. Et lui, non mais c'est vrai, mais c'est important de le dire parce que des fois on croit que c'est la fin. Et enfin, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et en fait, si tu veux, il a eu cette opportunité ici on est arrivé donc ici à Vancouver parce qu'il y a un très gros stade de hockey ici, c'est Sport National. C'est détenu en fait par une famille italienne qui cherchait un vrai chef italien Hein? pour des privés, pour leurs événements privés et pour tenir un de leurs restaurants sur la Roger Arena. Enfin voilà, ça s'est fait très vite. On a eu ce qu'on appelle une mobilité francophone. Je le dis pour les gens qui ont envie voilà, qui à un moment veulent partir. Donc ça, c'est important de croire en ces rêves-là parce que vraiment c'est faisable. Et du coup, on est arrivé ici et effectivement, moi, j'ai continué mon activité d'indépendante. Et ce que je trouve intéressant ici, alors effectivement, l'hôtellerie ici est plus en termes de communication. Je parlais tout à l'heure des newsletters. Il y a plus un côté machine de guerre. Ça, c'est évident. Tu prends les newsletters de Whistler ou même d'un endroit qui s'appelle Nanaimo sur l'île de Vancouver qui a rien de spécial. Quand tu lis les newsletters, t'as qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Parce que tu te dis que Mmh, tu as l'expérience de ta vie. oui Ça, c'est une et là, pour le coup, ils envoient du storytelling, à gogo. beaucoup, ouais, beaucoup. Alors c'est vrai qu'à Whistler, par exemple, ça appartient à un plus petit nombre de personnes. Tu vois, il y a plusieurs établissements. La station est privée entre guillemets, donc c'est un peu moins compliqué de partager. C'est un peu plus facile de parler d'une même voix. Mais un hôtelier, il pourrait tout à fait avoir cette communication. Tu vois, par exemple, là, il communique sur la neige. Tu n'as qu'une envie, c'est d'aller skier. Mais même si t'es pas skieur, quoi, tellement ils te font vivre ça. Là, en France, les hôteliers, ils te font un petit post avec de la neige en disant, bah, venez. Et tu vois, il n'y a pas cette même histoire qui raconte. Moi, c'est la première chose que je vois. Après, je suis en train de faire un article de blog pour montrer comment Vancouver, en fait, a boosté, en fait, sa stratégie de contenu avec la venue avec la venue de Taylor Swift. Ah Elle, oui!
La chanteuse a fait 3 concerts ici. Donc déjà les hôtels étaient pleins ici, mais en fait Vancouver a eu cette idée, enfin la destination Vancouver a eu l'idée de se dire, eh ben en fait on va en profiter pour briller. Et ils ont fait plein d'actions, et notamment ils ont fait une action, tu sais, ils ont mis 13 enseignes lumineuses avec 13 titres de Taylor Swift un peu partout dans la ville, dans des endroits un peu remarquables. Et en fait, quand tu te prenais en photo devant ces enseignes lumineuses, alors c'est 3 fois rien, mais devant ces enseignes lumineuses, tu te prends en photo dessus, et derrière, tu avais un endroit remarquable de Ouais. Vancouver. Et Emblématique de Vancouver exactement, qui ils se ont met en avant. travaillé avec des hôtels qui ont fait des Hyper malin. ateliers bracelets d'amitié, etc. Et tu vois, en fait, alors, il y a un coût là derrière, mais ce que je veux expliquer, c'est qu'en fait, tu peux tout à fait capitaliser. Voilà, ça, c'est un exemple de ce qu'ils savent faire ici. Ils savent très bien le faire. Et tu vois, comme ils sont malins, en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai vu que moi, il y a une enseigne en bas de chez moi à English Bay. La dernière fois, c'était un titre, c'était Cardigan, visiblement un titre de Taylor Swift que je connais pas, mais voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu Holiday parce qu'ils ont interchangé les lettres entre eux en se disant bon bah on s'en est servi pour Taylor Swift. Maintenant que c'est les vacances, on a envie de faire un peu de bien aux habitants de Vancouver. Donc les titres des chansons sont devenus Karma, Holiday, C'est tu génial. vois. Et tu vois vraiment ils ont fait ça et du coup je suis en train de préparer cet article que je trouve parce que je trouve ça tellement intéressant. Alors oui c'est la destination Vancouver, mais c'est pour te dire qu'en fait il y a un côté machine de guerre et ça je trouve ça intéressant. Et tu vois c'est bien que tu le dises parce que quand je suis arrivée ici je me suis dit waouh, je suis loin, les gens dans l'hôtellerie, on va me demander de la proximité, on va me dire qu'on ne sait pas travailler avec moi, etc. Bon, déjà, je me lève tôt le matin, donc ça c'est. Et puis les gens qui travaillent avec moi ont plus cette appréhension après. Et surtout, je me suis dit, ben, plutôt que de cacher le fait que je suis, enfin pas cacher, mais de pas insister sur le fait que je suis à Vancouver, eh ben j'aurais plaisir, au contraire, à mettre en avant le fait que ça me donne une vision autre. Et tu sais, ils ont une vision du resort, ils ont une vision de la communication entre les services, ils ont des actions beaucoup plus fluides, ils anticipent énormément. Et en fait, je me dis, bah tiens, c'est moi, ça m'intéresse ici d'aller beaucoup. Je vais en spa, je vais en hôtellerie, je vais dans les bars d'hôtel. Tu vois, j'essaie de voir un maximum de choses pour justement apporter un petit peu cette vision moins microcosme français Ouais. et être capable de prendre des informations à droite à gauche. Ah, c'est hyper intéressant de faire ce voyage-là. On va faire un autre voyage, si tu le veux bien. Tu as parlé de ton entreprise tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui m'a interloqué. Ton entreprise, elle s'appelle, tu m'arrêtes si je prononce mal, Omotenashi, qui, Oui, sauf erreur de ma part, est un concept japonais. Je veux bien que tu nous racontes un petit peu l'histoire de ce nom et ce qu'il y a derrière le concept. avec plaisir. Alors, l'histoire du nom, vraiment les gens vont me prendre pour une quelqu'un de vraiment très bizarre, mais j'y vais. En fait, si tu veux, c'est tout bête. Je t'ai expliqué tout à l'heure qu'à partir de 2016, j'ai travaillé dans l'univers du bien-être. Je me suis formée au massage, je me suis formée comme professeur de yoga parce que finalement, au-delà de l'activité professionnelle, vraiment, ça me parlait humainement. J'avais passé des périodes vraiment difficiles, tu vois, bon, j'avais un mari qui avait une addiction au jeu. Donc, on s'est retrouvés du jour au lendemain dans des conditions très compliquées. J'ai ma maman qui a été malade, j'ai eu un divorce. Enfin, bref, tu vois, des choses qui, à un moment donné, tu as l'impression que la vie, elle s'acharne sur toi et tu sais pas trop à quoi te raccrocher, quoi. Pas à l'argent, pas autre chose. Et du coup, de faire du yoga, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça n'a pas enlevé mon côté rentabilité, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai été sensible à ça. Et figure-toi qu'en 2011, je pense que c'était en 2011, quand il y a eu, ou 2013, je sais plus bien, je suis désolée, quand il y a eu l'accident de Fukushima, le tsunami au Japon, derrière l'accident de Fukushima, on a beaucoup parlé de ça aux infos. Et je me souviens avoir vu un reportage où il y avait un monsieur qui était au milieu des décombres et qui pleurait, et la journaliste expliquait qu'il pleurait de joie parce qu'il avait retrouvé 2 photos de sa famille dans les décombres. Donc ce monsieur, il avait perdu sa famille, il avait perdu tout le monde, mais il pleurait de joie d'avoir retrouvé ces photos-là. Mmh. Et en fait, j'étais avec une amie japonaise à ce moment-là, et je lui dis, mais comment vous faites? Enfin, comment ce monsieur, c'est elle qui m'a expliqué ça, comment il trouve la force, en fait, de se réjouir, enfin, de pleurer de joie pour quelque chose dans une Ouais. telle détresse. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, tu sais, nous, au Japon, on sait que un jour, on a beaucoup de chance que un jour dans notre vie, on perdra tout. Parce que situation très particulière en termes de situation géologique très particulière, quand c'est pas la météo, c'est tu vois le tremblement de terre. Enfin, elle dit on sait ça et on l'a en tête et on sait qu'un jour on devra tout reconstruire. Et je me suis dit mais c'est extraordinaire cette façon de penser et donc à l'époque on parlait pas beaucoup de cette résilience, c'était vraiment de loin quoi. Il y avait juste Boris Cyrulnik qui parlait de ça et je me suis dit mais ça doit être ça doit être vraiment un une clé du bonheur
pour moi, ça paraît bête, hein, mais pour moi, je me suis dit, ça doit être une clé du bonheur de se dire, bah, même quand on est par terre, on peut se relever, quoi. Et du coup, j'ai eu envie de mieux connaître le Japon. Donc, je me suis dit, bah, je vais apprendre le japonais. Pour moi, ça passait beaucoup par les langues. Si j'ai à apprendre le japonais. Et je savais que t'allais rire. Sur un coup de tête comme ça. Florence, J'ai- à Et voilà, 40 et quelques années, se met à apprendre le japonais. C'est génial. je vais pénétrer un peu ça et j'ai vraiment adoré Japon pour ça et j'y suis allée une dizaine de fois. Et tu sais, je fais pas partie des gens qui jurent que par ça, qui disent je vais aller là un jour. Mais si tu veux, il y a des défauts. C'est un pays, tu vois, qui est insulaire. C'est difficile avec les étrangers. Au niveau du travail, c'est pas simple. La condition de la femme, etc. Mais c'est un pays qui change beaucoup. Et surtout, c'est un pays qui a cette capacité, en fait, à se reconstruire comme ça toujours. Et c'est pour ça que je suis toujours restée attachée au Japon. Alors, j'aime la littérature japonaise. J'aime beaucoup je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans le cinéma japonais, par exemple. Moi, je sais pas, ça parle à une partie de moi que ça apaise. Et du coup, c'est comme ça. Et quand je suis allée là-bas, j'ai découvert la notion d'omotenashi. Et l'omotenashi, c'est l'hospitalité poussée à l'extrême. C'est vouloir faire plaisir aux gens au-delà de ta propre personne. Et ça fonctionne bien avec les Japonais parce que l'individualité s'efface, en fait, au Oui, Japon. Tu sais, complètement. donc, tu vois, moi, je l'ai vraiment vu comme ça, l'omotenashi. Et j'ai trouvé ça, le terme me plaisait, je le trouvais très beau. Et surtout, j'aimais bien le concept. Et tu vois, l'omotenashi au Japon, par exemple, tu vas chez Isetan, qui est un magasin de luxe, où tu vas avoir tout ce qui se fait chez Louis Vuitton ou ailleurs. Donc, c'est hyper luxe. Tu fais la même chose en France, on va dire, allez, que tu vas aux Galeries Lafayette. Bon, bah, si tu vas aux Galeries Lafayette, t'as des filles un peu pain bêche sur les stands des marques de luxe, qui te regardent à peine, sauf si vraiment tu viens acheter 10 sacs d'un coup, ou si t'es un peu Mmh. chinois. Je suis désolée de dire ça, mais le luxe en France, dans les grands magasins comme ça, c'est encore ce côté très snob. Et ben là-bas, en fait, j'avais acheté je logeais chez l'habitant à l'époque, j'avais acheté un mascara Estée Lauder. Mais écoute, entre le paquet, entre la façon dont j'ai payé, là où j'étais reçue, ils m'ont fait asseoir, j'avais l'impression d'être chez le banquier, signer un prêt C'est de fou, hein. plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est ça l'homoténachie. En fait, tu vois, c'est cette capacité à t'accueillir avec la même déférence, avoir envie de faire le bien pour toi aussi, quel que soit ton niveau de clientèle, entre guillemets. Et tu vois, en France, je dirais dans l'hôtellerie, c'est un peu, moi j'appelle ça le dernier kilomètre. Tu vois, c'est ce petit surplus de choses que tu peux faire et qui vraiment va transformer ton client. Tu vois, alors, bien sûr qu'on peut pas faire n'importe quoi quand tu as 10 clients qui attendent pour un check-in. Tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi avec le premier client de la file sous prétexte que tu es dans l'omoténachie. Mais par contre, tu peux aller chercher ce petit supplément qui va vraiment faire basculer les choses. C'est Complètement. tu vois, moi, je me souviens, une fois, je terminais mon shift à 23h30 au Fitzroy. Le temps qu'on fasse la passation avec le veilleur de nuit, il était 23h35. Il y a un client qui est venu absolument furieux parce que ça sentait dans sa chambre. Il dit, moi, je viens de rentrer, je ne dors pas là, etc. Et en fait, vraiment, j'aurais dû être partie, j'aurais dû laisser le veilleur de nuit se débrouiller avec lui. Et je savais que c'était pas trop son truc. Il était pas trop porté là-dessus. Il était pas à l'aise avec l'anglais, etc. Bah, en fait, c'est de te dire, OK, moi, j'ai qu'une envie, c'est de partir, mais je comprends ce monsieur, je me mets à sa place, je comprends ce monsieur. Et voilà. Et du coup, je suis allée lui faire ça. Bien sûr, ça m'a fait peut-être toujours un petit peu d'heures sup, mais je n'aimais pas dedans. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est de trouver le juste milieu entre être dans ses fonctions, pas faire exploser ton budget en termes de charge de travail parce que tu t'offres un service qui n'est pas dans le standard et qui met en péril le bien-être des autres clients. Et par contre, essayer d'aller chercher le petit plus qui va Le vraiment supplément de service. voilà, toi tu le connais très très bien parce que tu viens de l'univers du luxe et en plus c'est ton métier et en plus t'es mof donc t'es au top de l'homoténachie. Mais tu vois c'est quelque chose. Je me dis si toutes les personnes qui pouvaient rentrer dans l'hôtellerie et qui sont pas forcément formatées comme ça, mais tu sais qui comprennent ce petit truc et de se disent ok moi je suis sur un métier où je suis vraiment là pour donner un petit supplément de service Mmh. et je suis vraiment tu vois ça c'est important. Voilà C'est c'est bien de mettre l'homoténachie. un mot, un peu une étiquette aussi sur un concept, sur quelque chose, que moi je connaissais pas vraiment très bien. Pourtant Ouais. j'aime beaucoup le Japon, mais je trouve ça hyper intéressant comme terminologie, donc je le garderai Ouais. de côté, Ben ouais, tu vois, et puis n'hésite pour pas. Et puis reparler. moi, c'est comme ça aussi que je traite que je traite. C'est comme ça que je suis avec mes clients. Oui, C'est pas de surdélivrer dans le sens où j'explose le temps que je passe pour eux. C'était parce on est aussi là pour vendre, on est des entrepreneurs. Mais c'est toujours essayer de chercher, de lui dire, ben en fait, peut-être que vous avez ce contact-là, etc. Voilà.
Mmh. Excellent. Florence, on a fait un sacré bon tour. On voit que à travers ta carrière, on pourrait encore, faire durer longtemps. En tout cas, merci pour tous ces apprentissages. Je te propose, le petit jeu du podcast que, en tant qu'auditeur auditrice régulière, tu connais. Il s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je redonne les règles pour tout le monde. Tu nous partages un mot-clé de ton choix qui, s'il est utilisé sur Spotify, sur YouTube sous la vidéo ou pourquoi pas sur, Apple Podcast avec, note plus avis, eh bien, l'auditeur, l'auditrice qui laissera cet avis aura un bénéfice de ton choix et la parole est à toi. Eh bien, écoute, allez, je vais te dire Vancouver. Cover. Ça sera voilà. Il peut être utilisé comme il veut, pas besoin d'être original. Parfait. Et en fait, et donc tu vois, je vais aller, je suis peut-être un petit peu joueuse, mais tu vois, je peux même le pousser sur. Je sais que tu fais pas mal de posts sur le sujet. Ben, je peux le pousser en fait s'il apparaît en post de commentaires. Tu vois, tu peux rajouter ça. Donc, Ouais. en post de commentaires LinkedIn en plus LinkedIn de notamment. Spotify. Voilà. Donc c'est voilà les personnes qui likeront le post et le Il va commenteront falloir que tu ailles sous ton chercher tous les profil. mots-clés Vancouver, hein. Ça va être compliqué. Mais voilà, mais en fait, c'est parce que j'ai vraiment à cœur, je trouve que notre domaine est pas connu et trop peu connu pour enfin, les bénéfices d'avoir une stratégie de contenu trop peu connue pour les hôteliers. Donc, si ça peut leur permettre de le connaître, c'est génial. Et écoute, moi, j'offre une consultation, je vais dire 30 minutes. J'ai pas mon chrono en main, mais pour discuter d'une problématique de contenu. Ou une Excellent. problématique de spa s'ils veulent, mais j'ai une préférence pour le contenu parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins fait le tour. Mais avec grand plaisir, ils ont une problématique particulière. J'ai une problématique qui leur semble être dans mes cordes, avec plaisir. Ça Donc nous une petite va. visio de 30 minutes. Merci beaucoup de donner ton temps. Si vous voulez faire un petit voyage express, au Ouais. Canada pendant 30 minutes, passez un coup de fil avec le mot-clé Vancouver. Florence, nous arrivons à mes traditionnelles questions signature que tu dois connaître aussi. Je te propose d'abord un voyage dans le temps, cette fois-ci. Si tu pouvais revenir en arrière, à un moment ou un autre de ta carrière, où est-ce que tu irais? Qu'est-ce que tu changerais, si bien sûr tu changerais quelque chose? Alors, je pense que j'aurais aimé, tomber plus vite dans l'univers, connaître plus vite l'univers de l'hôtellerie. Mmh. C'était pas dans ma culture, c'était pas moi, tu sais, j'ai une famille d'ingénieurs, on était ingénieurs au pire, on faisait du droit. C'est pour ça que j'ai fait du Mmh. droit. Je le dis avec beaucoup d'amour pour mes parents, s'ils écoutent le podcast, mais je suis désolée de pas être arrivée plus tôt dedans parce qu'il y a un moment, bah, tu peux quand même pas continuer à évoluer. Tu vois, moi, j'étais très contente de faire une saison de réceptionniste, mais à un moment, tu sens que tu peux faire plus et en même temps, si t'as pas les techniques, tu peux pas arriver à un autre poste que celui-là. Donc, j'aurais bien aimé découvrir cet univers-là plus vite en opérationnel. Mmh. Ouais, excellent, c'est un bon point et ça fait plaisir d'entendre des gens qui, à ton âge, puisque c'est ça que tu mettais en avant, auraient aimé tomber plus vite, plus tôt dans Ah l'hôtellerie, ouais. qui est un métier beaucoup J'aurais bien trop pu faire décrié. plus de Ouais, saisons. Moi, j'ai fait quelques saisons, j'ai adoré, quoi. c'est des bons moments en effet. Est-ce que tu as une recommandation de lecture à nous partager? Alors, je vais encore sortir du cadre, hein, tu vas me dire. Alors, moi, il y a 2 choses que j'avais beaucoup aimées. Une, des premiers livres un petit peu business que j'ai lu, c'était je me souviens plus du titre, c'était la biographie de Jack Welch, qui était le patron de General Electric à l'époque. C'était mon premier livre et vraiment, il est hyper intéressant parce qu'il te montre que tout est possible et que tu peux y aller, mais de façon très concrète, quoi, avec une vraie histoire. C'est pas de développement personnel, il raconte. Mmh. Et donc ça, c'est mon livre un petit peu plus business. Et autrement, il y en a un qui est un vrai livre de chevet pour moi, qui s'appelle Le 3 amis en quête de sagesse, de Mathieu Ricard, Ah oui. Alexandre Jolien et Christophe. Christophe André, Exactement, voilà. ouais, le Et psychiatre. moi, si tu veux, c'est le genre de livre tu peux lire complètement, tu peux lire certaines parties et franchement, ça t'apaise, quoi. Ça t'apaise Mmh. parce que tu as l'impression que toutes les réponses de la vie sont dedans, parce qu'ils te donnent pas la réponse à tout, mais ils te disent comment les aborder. Moi, c'est vraiment dans les moments difficiles, Maxime, Mmh. enfin voilà, c'est un des seuls livres que j'ai emmené avec moi, tu vois. Il existe Ouais, en c'est poche et génial. tout et vraiment, Trois c'est un grands beau, sages, qui parlent, ouais, ouais, c'est vraiment des belles lectures. ouais, exactement. Et puis voilà, ça fait, Mmh. je veux dire, t'as l'impression, ça te rebooste. Moi, ça me rebooste plus qu'un truc trop punchy d'entrepreneuriat, tu vois, où Ouais. on est les plus forts, on est des C'est warriors. ça, gros mindset, motivationnel. Exactement. Quand tu auras retrouvé, tu me donneras le nom aussi du premier.
On les Oui, ajoutera à avec la plaisir, bibliothèque avec du plaisir. podcast, dans laquelle la bibliothèque, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez retrouver tous les livres depuis le début de ce podcast. Il commence à y avoir, on doit être à 150 livres, pas loin. Ça grossit chaque semaine. Dans cette lignée ou une autre, est-ce que tu as une citation favorite? Allez, et j'ai une citation que j'adore. Alors, dans cette lignée, parce que je pense que tu as compris que c'était des marqueurs de vie qui sont importants pour moi. Alors, c'est une citation de Mère Teresa qui disait, alors, je veux dire, je m'excuse si elle n'est pas exacte, euh, ne laissez personne qui soit venu à vous repartir moins heureux. En fait, tu vois, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment le sens qu'on a, que ça soit au perso ou au pro. Je me dis, je crois beaucoup à l'interdépendance des personnes. Je pense pas qu'on puisse vivre tout seul dans son coin. Mm. Et je me dis, ben, en fait, sans se mettre une pression de dire, on doit faire des choses pour les gens. Normalement, tous les gens qui viennent vers nous, ben, si on a pu générer un peu de sourire, tu vois, chez eux, et ben, je trouve que c'est notre raison, quoi, d'être. Et que ça soit au professionnel ou au personnel, tu peux la retourner dans tous les sens, elle s'applique super bien, quoi. Mm. Parce que ça veut dire que tu as joué ton rôle et tu te rends compte de la richesse, quoi, quand tu arrives à amener ça aux gens. Tu vois, ça peut être une plaisanterie que tu fais avec un client, ça peut être, tu vois, un éclaircissement où tu lui dis, ben non, regardez, ça c'est bon. Ça peut être voilà, un service que tu rends, mais qui est anodin pour toi. Ça peut être un coup de fil que tu passes pour quelqu'un et je me dis, c'est super, quoi. Donc ouais, tu vois, je suis un peu comme ça. Super, ouais, c'est un très bon partage et en plus je Je te la connaissais pas cette remettrai au citation. propre avec Ouais, mais au propre, c'est parce que c'est celle-là, mais j'aime bien cette idée de dire une personne est venue vers toi, eh ben, est-ce que tu as fait, évidemment, elle sera dans toutes les références sur le lien voilà, je avec t'enverrai le lien ça. sur mon site, avec plaisir, ouais. Euh, qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur Hospitality Insiders après toi? Alors, il y a 2 personnes que j'aimerais beaucoup voir, qui ont en commun de pas beaucoup parler, de pas être, férus, mais je suis prête à t'aider à savoir. Non, il y a Romain Crollet. Je le trouve très intéressant, il est inspirant. Oui, Il est dont encore tu as parlé auteur, en début de ton parcours. exactement. Je pense qu'il a notamment, il a créé un concept original. Il a toujours essayé d'aller devant, donc il a été innovant et c'est marrant parce que quand tu le vois, il a un côté hyper premier de la classe, Romain. Il m'écoute, ça va le faire sourire, mais c'est vrai. Mais par contre, il a vraiment des idées. Et il y a une autre personne qui est encore plus discrète, qui s'appelle Éric Dardet, qui était président du groupe Baumier. C'était le CEO du groupe Baumier, qui est un groupe hôtelier. Et il vient de partir du groupe Baumier. Je sais pas dans quelles conditions il est parti, mais ça a été un de mes premiers clients. Et lui, il a vraiment une vision de l'hospitalité au sens large, vraiment décalée. Et moi, je l'ai vu dans des dossiers avec lesquels je travaillais, avoir des choix hyper audacieux où tu te dis, les mecs, ils sont fous, ils font un hôtel 5 étoiles sans télé, et où il était capable de dire, c'est notre choix, c'est notre positionnement, on va ouvrir un hôtel 5 étoiles à cet endroit, il y a que des campings, c'est notre choix. Et tu vois, et alors, je sais pas dans quelles conditions il est parti de chez Baumier, hein, pour pas faire de langue de On lui bois, donc, demandera. mais exactement. Mais franchement, ces deux-là sont vraiment des pépites, ils gagnent à être entendus. Eh bien, Euh, tu me ils mets en sont relation et avec grand plaisir. je prends la suite avec plaisir. Je fais ça. Quelqu'un qui mettrait le mot Vancouver ou juste qui voudrait échanger avec toi, quel est le meilleur moyen de te contacter? LinkedIn, c'est vraiment simple. Et puis autrement, ouais, la messagerie de LinkedIn ou je sais pas si on met les numéros de téléphone. Moi, mon numéro de téléphone est sur Non, mon site web, que tu vois, mais un WhatsApp, on mettra en fait les liens, comme d'habitude, voilà. vers l'article de blog dédié sur lequel il y a toutes les Là, tu références. n'hésites pas. Pour moi, ce qui est très simple, c'est soit un MP LinkedIn, soit le plus simple encore pour moi, c'est un WhatsApp. Faut pas Ouais. hésiter. Un WhatsApp, mettre un message écrit parce que c'est plus simple pour les décalages horaires, comme ça, vous savez, ou un vocal. Et en fait, bien dire qui c'est parce que des fois, j'ai des gens qui font ça et Faites il une y a petite photo, référence donc, Vancouver ou Hospitality Insiders exactement. et on Voilà. comprendra Ou un qui c'est. Maxime, mais voilà. Ma chère Florence, c'est le moment du mot de la fin, le seul moment de ce podcast où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Eh ben moi, je leur dirais, quel que soit votre âge, suivez votre cœur, c'est important, et challengez vos croyances. Si parfois vous dites, vous allez faire telle chose, soyez bien sûr que c'est bien votre cœur qui parle et pas la société, pas ce que vos parents voudraient, pas voilà. C'est un peu truc de vieille, mais
Vraiment croyez en ce qu'il y a dans votre cœur et si vous en donnez les moyens, allez-y. Et laissez pas voilà, les freins de la société autour vous arrêter, c'est trop dommage.